Imaginez un monde où des dragons, des gobelins et monstres existent. Un monde partagé par de nombreuses créatures et des hommes, où la magie est une occurrence quotidienne. Comment serait la vie dans ce monde? La vie de tous les jours, celle d'une personne ordinaire, qui essaie de payer son loyer ou même de trouver un emploi. La plupart des histoires fantastiques se focalisent sur les personnes héroïques qui habitent ces mondes imaginaires. Les chevaliers et les aventuriers chasseurs de trésors, ceux qui décident du sort de nations et qui combattent des tyrans. Ils sont très peu nombreux, ceux bénis par le destin. Très peu d'histoires, par contre, touchent au reste de la population qui peuple ces mondes. Les marchands, les paysans et les civils qui ne sont là que pour être sauvés par les héros. The Wandering Inn touche à ces sujets. Il s'agit d'un roman en ligne écrit par l'auteur Piraté Abba, qui a commencé à sortir en juillet 2006 sur un blog. Les chapitres sont publiés à intervalles réguliers, au lieu d'un livre à proprement parler. Cela permet à l'auteur de communiquer avec la communauté et ainsi d'échanger des opinions. Le contenu du premier tome, sur 5, qui sera aujourd'hui le sujet de cette vidéo, est disponible sur Amazon Kindle. Vous pouvez trouver le lien dans la description plus bas. Notez donc que plusieurs des intrigues de l'histoire seront aujourd'hui révélées. Vous avez été prévenus. Le roman suit Erin Solstice, une jeune femme de l'autre monde mystérieusement transportée dans un univers fantastique. Au lieu de gagner de la puissance, ou de se voir offrir une opportunité de devenir un héros, Erin devient une aubergiste près de la ville de Liscor. Il s'agit d'une ville majoritairement habitée par des créatures non humaines, comme par exemple des gnolls, des sortes d'hommes-hyènes, ou des reptiliens, des sortes d'hommes-lézards. C'est une ville à la frontière de la civilisation, où de l'autre côté les monstres gouvernent de grandes étendues sauvages. Tout commence lorsque la découverte de ruines anciennes près de la ville provoque un boom économique, qui permet ainsi à Erin de lentement développer son commerce et lui permet d'améliorer sa vie. Comme on l'a expliqué plus tôt, la plupart des histoires fantastiques ont pour sujet des aventures glorieuses et des conflits épiques. The Wandering Inn a pour sujet les aspects plus banals de la vie dans un monde surnaturel, et donc des personnages qui l'habitent. Alors qu'Erin reste le personnage principal, l'histoire suit plusieurs protagonistes avec chacun leur point de vue, comme des petites aventures ou des tours de garde à la ville de Liscor. Au lieu d'une quête qui parcourt plusieurs lieux et paysages, The Wandering Inn explore la société locale et les difficultés qu'elle rencontre. Liscor est ainsi autant un personnage de l'histoire qu'Erin, avec ses citoyens qui changent au cours de la narration. Il est évident que The Wandering Inn n'est pas une histoire de grand combat entre le bien et le mal, ou d'une personne plutôt banale se découvrant une destinée unique à accomplir. À mon avis, ce qui rend cette histoire aussi unique, c'est la vie d'Erin et ses expériences, essayant de mener une vie normale dans un monde très loin de l'être. L'intrigue principale, surtout du premier tome, suit Erin développant sa clientèle, rencontrant de nouvelles personnes et développant son commerce. On a ainsi réellement le sentiment qu'une communauté se forme au cours de ces romans en ligne. Encore un peu plus à la fin de chaque tome. Cependant, ce n'est pas la seule force de l'histoire. Les personnages et leurs interactions, à commencer par le personnage principal, en font également partie. Celles-ci, se focalisant sur un humain venant de la Terre qui est transporté dans un autre monde, sont devenues assez communs pour devenir un genre à part entière, que l'on appelle isekai, ou autre monde en japonais. C'est un genre très populaire dans les light novels japonais, mais aussi dans les romans en ligne. Les protagonistes de ces histoires n'ont souvent pas beaucoup de backstory ou de personnalité. Bien souvent, le protagoniste de ce type d'histoire est écrit de cette manière pour laisser le lecteur se projeter à sa place, s'identifier à ses obstacles et voir le monde sous le même œil. Il est vrai qu'il développe des traits de caractère qui leur sont propres au cours de ces histoires, mais cela prend du temps. Parfois, il arrive même que les autres personnages entourant le héros semblent plus développés que le protagoniste lui-même. Erin est une nouveauté rafraîchissante. Elle commence avec une personnalité bien distincte, charmante, étonnamment brillante et têtue. Mais elle a parfois la tête en l'air, est facile à tromper, et est très passionnée par certains hobbies tels que le jeu d'échecs. Elle avait des rêves avant même d'arriver dans le monde fantastique, comme devenir une astronaute, et aussi être commentatrice d'échecs, une passion d'enfance qu'elle emmène d'ailleurs dans ce nouveau monde. Elle n'abandonne jamais l'espoir de trouver un moyen de rentrer chez elle, tandis que la plupart des protagonistes d'isekai finissent par tourner cette page. Ceci la rend plus unique et lui donne un but clair, gagner assez d'argent pour survivre et payer un sorcier pour la renvoyer sur Terre. Autre anomalie dans ce type d'histoire, elle ne bénéficie pas non plus d'avantages spéciaux. Les fantasmes de pouvoir sont communs dans le genre fantastique. On a envie de devenir un chevalier, de gagner l'amour de la princesse et de tuer le dragon. On a tous envie de cette vie excitante que la plupart du commun des mortels ne peut vivre. Par contre, beaucoup d'histoires poussent l'échappatoire trop loin, rendant les personnages invincibles, idéalisés et la projection du lecteur difficile. The Wandering Inn prend une approche opposée, en rendant Erin beaucoup plus normale. Si les personnages réussissent de grands exploits comme vaincre des monstres puissants, ils le font d'une manière qui est crédible,
mais la plupart des conflits restent banals. Ce sont souvent des choses que nous avons subies dans notre monde, comme avoir des problèmes avec des clients. Ce qui rend Erin réelle. Alors que l'histoire progresse, Erin développe son commerce et gagne une clientèle récurrente, composée de personnages sympathiques qui ont des interactions importantes. De Rag, le gobelin, à Kelk, le garde de la ville, les personnages de The Wandering Inn ont des personnalités fortes à l'image de leurs protagonistes et ne cessent d'évoluer au cours de l'histoire. Prenons par exemple Pisces, un des premiers clients d'Erin. C'est un sorcier qui fuit les autorités car il gagne sa vie en volant les gens. Il essaye de cambrioler Erin, mais elle réussit à le piéger. Cependant, lorsqu'elle apprend qu'il sera exécuté, s'il est livré à la garde de la ville, elle l'épargne et le laisse rester à l'auberge. Pisces lui rend la faveur en s'éloignant de la voie criminelle et en confectionnant un squelette animé qui sert de garde pour l'auberge. Alors qu'il ne perd jamais son air hautain et méprisant, Pisces devient un personnage plus complexe et approfondi qu'il ne paraissait à première vue. Avec un arc narratif qui lui est consacré au long du roman, ce qui montre que, dans Wandering Inn, les personnages interagissent les uns avec les autres, au lieu que ce soit juste avec Erin, ce qui laisse place à des dynamiques crédibles, formant une véritable communauté à la fin du roman. En s'intéressant à la construction du monde de The Wandering Inn, on s'aperçoit aussi qu'il défie plusieurs clichés du genre isekai, ou du moins essaie une différente approche pour les traiter. Le monde fantastique dans lequel vit Erin est gouverné par un système de niveaux, comme dans un jeu vidéo. Les personnages en gagnent dans une profession ou classe particulière, tels que garde ou aubergiste, et gagnent des compétences et des capacités en progressant. Cependant, contrairement à la majorité des jeux, ces classes ne marchent pas avec des concepts abstraits comme les points d'expérience, mais avec l'apprentissage et la satisfaction personnelle. Ainsi, on peut voir qu'Erin, une prodige du jeu d'échecs, ne peut pas gagner des points à travers ses parties comme son adversaire, car elle voit les échecs comme un jeu et pas comme un entraînement tactique. Les classes sont alors plus que juste de la puissance et des statistiques. Elles sont le rôle qu'une personne va avoir dans le monde, et elles incarnent tous les aspects du contexte. Et cela comprend l'apparence physique. Comme beaucoup de conventions, le système de classe est rarement remis en question. Tandis qu'ici, c'est le cas. Comment, me direz-vous ? Eh bien, comment est-ce que je vois que le système de niveau n'est pas qu'un élément du décor et que beaucoup de personnages y réagissent différemment ? Simplement parce que, eh bien, il y a des exemples. Un autre personnage, Ryoka, une fille japonaise dans la même situation qu'Erin, décide de ne pas utiliser le système de niveau car elle n'y croit pas, et donc de se débrouiller avec ses propres capacités. L'idée d'avoir des personnages qui se posent des questions sur ce système magique est un concept rare dans ce genre d'histoire. Cette approche rationnelle rend le monde plus ancré dans le réel, tels que des personnages élaborant des théories sur les règles du monde, comme le faisaient les scientifiques sur la gravité autrefois. Mais il y a bien d'autres cas, par exemple Erin essaye de devenir une magicienne, mais elle découvre qu'elle n'a pas le potentiel de le devenir. L'intérêt que porte The Wandering Inn à la classe moyenne d'un monde fantastique explore aussi les obstacles auxquels ces personnages font face. La plupart des histoires fantastiques qui suivent des aventuriers traitent les attaques de monstres comme un événement quotidien dont les héros sortent toujours victorieux, sauvant le village par la même occasion. Ici, on nous montre ce qu'il se passe après que les héros soient partis. Les monstres regagnent en nombre et reviennent, ce qui relance le cycle. Erin passe la majorité de son temps dans le premier tome à défendre son auberge contre les gobelins et les voleurs, avant de devenir amie avec les voleurs et d'investir dans la sécurité. En effet, l'un des thèmes les plus communs et les plus percutants de The Wandering Inn est le racisme. La ville de l'Iscore est habitée par plusieurs races humanoïdes, la plupart n'aimant pas beaucoup les humains. Ainsi, une scène du premier tome voit Erin se faire refuser par plusieurs marchands, avant de se faire escroquer par le seul acceptant de lui fournir des biens surtaxés. Ce genre de petite cruauté insignifiante, mais omniprésente, est bien trop commune dans notre monde, et peut-être encore plus marquante que des actions violentes. Ces moments, et d'autres, comme l'incapacité d'Erin à lire la langue locale, rendent le monde crédible. Comprenez-moi bien, la crédibilité est quelque chose de central dans ces histoires. Tout a une explication et ça rend les choses plus réelles. Même les raisons pour lesquelles les monstres continuent d'attaquer la civilisation est expliquée. C'est dû à des tensions raciales et à la vengeance. Eh bien oui, les gardes de l'Iscore qui traitent les gobelins comme de la vermine exterminée finissent par influencer sur le fait que ça devient réalité, quand ces mêmes créatures développent des vendettas attaquant des innocents pour la mort de leurs camarades. Ceci ne fait qu'encourager la haine qu'ont les autres races civilisées envers eux. En tout et pour tout, la plupart des conflits du monde semblent plus profonds et plus tristes, simplement car les monstres ne sont pas maléfiques de nature. Alors je sais, là vous allez me dire, est-ce que vraiment la réalité et la crédibilité permettent de vraiment se diriger vers de l'escapisme ? Est-ce que grâce à ça, ça nous permet de penser à autre chose ? Est-ce que finalement cette histoire n'est pas beaucoup trop négative ? Eh bien non, je vous répondrai que non. The Wandering Inn est une œuvre optimiste, malgré son approche réaliste et ses thèmes nature. L'histoire n'est jamais sinistre ou déprimante.
Erin prend sa vie en main et essaie d'améliorer le monde autour d'elle. Elle se bat contre le racisme qu'elle a subi en acceptant tout type de clients dans son auberge, y compris le gobelin qui l'attaquait auparavant. Une scène me vient à l'esprit, celle où plusieurs races qui ne s'entendent pas finissent par participer à un tournoi d'échecs ensemble. Ainsi, ce roman nous montre que des personnes venant de différents milieux et de différentes origines peuvent vivre en harmonie s'ils font l'effort de regarder au-delà des préjugés. Malgré cela, j'avoue que c'est un peu dommage que certains personnages prennent autant de temps à apparaître, car c'est clairement le point fort du roman, également. Le rythme de l'histoire est aussi lent, ce qui pourrait détourner certains lecteurs. Vu qu'il n'y a pas de grand affrontement contre les forces du mal, les combats sont très rares. Même si ceci aide le développement des personnages, les lecteurs qui s'attendent à beaucoup d'action seront déçus. Par contre, des lecteurs cherchant une histoire plus réaliste, centrée sur des personnes plutôt que sur des personnages, seront ravis. Alors on en vient enfin à la question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce que je devrais lire The Wandering Inn ? Eh bien, même si l'histoire prend place au sein d'un monde de dragons, de magie et d'un système sorti tout droit d'un jeu vidéo, on a l'impression que c'est réel, que c'est une histoire normale, celle d'Erin, luttant, un peu comme nous, contre les problèmes banals de la vie de tous les jours. Et ça, c'est assez rafraîchissant pour que on pense qu'il faut s'arrêter pour le lire. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et qu'on vous a convaincu d'aller essayer The Wandering Inn. L'art et la soundtrack de cette vidéo viennent de la communauté fantastique de The Wandering Inn, et nous mettons les liens vers toutes ces œuvres dans la description. Un grand merci particulier à System Glitch 101 pour son aide avec la soundtrack. Vous pouvez également trouver un lien vers le site de l'auteur ainsi qu'un e-book si vous voulez aider l'histoire. Et n'oubliez pas que la meilleure manière de montrer votre soutien est de vous abonner, d'aimer cette vidéo, la partager, ou bien encore de la commenter. Ah, et sonnez la cloche, votre unique phare dans cette mer virtuelle.